Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Remaniement d'ampleur avec un possible changement de Premier ministre, mais sans changement de cap économique. La réponse de François Hollande à la claque des municipales commence à s'esquisser. Le chef de l'État assure que le message a été reçu. L'autre actualité pour François Hollande, c'est le deuxième jour de la visite d'État du président chinois. Une visite que la France espère riche en contrats. En attendant, Xi Jinping a été reçu avec tous les honneurs. Des chiffres du chômage qui tombent mal. Le nombre de demandeurs d'emploi en février a augmenté de 0,9%, soit 31 500 demandeurs d'emploi supplémentaires. C'est une très mauvaise nouvelle pour le gouvernement à 4 jours du deuxième tour des municipales. La France déroule le tapis rouge pour le président chinois. Xi Jinping reçu avec tous les honneurs à l'Elysée, cérémonie aux Invalides et fastueux dîner d'État, sans oublier un entretien prolongé avec François Hollande afin de concrétiser les enjeux économiques de sa visite. Alors, qui se cache derrière Xi Jinping, surnommé le Prince Rouge, 7e président de la République populaire de Chine? Au pouvoir à Pékin depuis un peu plus d'un an, il veut incarner le rêve chinois. Son portrait signé Pauline Dame et Quentin Calmet. Homme de yin et de yang, Xi Jinping cultive les contrastes. Modeste et décontracté en apparence, il s'est façonné une image d'homme proche du peuple, comme ici, où on le voit déjeuner dans une gargote de Pékin. Marié à une chanteuse vedette de l'armée populaire de libération, le dirigeant chinois joue la carte de la modernité et n'hésite pas à lancer des réformes ambitieuses. Assouplissement de la politique de l'enfant unique, fermeture des camps de rééducation par le travail ou encore lutte contre la corruption, des chantiers perçus comme une volonté d'ouverture. Mais derrière cette image de réformateur, ce fils d'un héros de la révolution maoïste dirige le pays d'une main de fer. Autocrate, Xi Jinping s'est octroyé depuis un an de mandat de nouveaux pouvoirs. Il dirige l'armée, les services secrets et sa croisade anticorruption s'avère être une arme efficace pour éliminer ses rivaux politiques. On a un changement de style, un changement de communication, mais pas un changement sur le fond des réformes. Il reste ferme, par exemple, vis-à-vis des médias. La censure est maintenue, si ce n'est renforcée. Il reste ferme vis-à-vis de toute manifestation provenant de la société civile, vis-à-vis des dissidents. Et en même temps, il est conscient qu'une fermeté trop rigide peut être contre-productive. La visite du président chinois devrait s'accompagner de la signature d'une vingtaine d'importants contrats commerciaux entre les deux pays. Et à l'occasion de la visite du président chinois, PSA Peugeot Citroën a officialisé son mariage avec Dongfeng sous l'égide de l'État français. L'accord a été signé par François Hollande et le président chinois à l'Elysée. La lettre d'intention, déjà validée par les deux groupes, prévoit que l'État et le constructeur chinois déboursent chacun 800 millions d'euros pour prendre l'un et l'autre 14% du capital. Le message a été reçu. François Hollande a tenu à rassurer ses ministres, leur demandant de relayer cette information sur le terrain, même si certains assistaient probablement à leur dernier conseil des ministres ce matin. Sandra Cerquera. Dernier conseil des ministres avant un probable remaniement. À la sortie, les poids lourds du gouvernement sont peu bavards. Le message des urnes a été entendu, a tenu à faire savoir le chef de l'État, donnant une seule consigne à ses ministres. Il faut continuer, il faut écouter les Français, il faut être au travail. Comme si de rien n'était, mais dans une drôle d'ambiance. Le remaniement devrait avoir lieu dans moins d'une semaine, avec un gouvernement resserré. Probablement 15 ministres et 10 secrétaires d'État. Peu probable que Jean-Marc Ayrault reste Premier ministre. Et faut-il y voir un signe, Manuel Valls, en pole position pour le remplacer à Matignon, est sorti seul et en dernier. Si Manuel Valls est nommé Premier ministre, Cécile Duflot a déjà fait savoir qu'elle ne resterait pas. En attendant, pour faire oublier la défaite électorale et tenter de reprendre la main, François Hollande pourrait dégainer très vite les annonces sur le pacte de responsabilité et le détail des 50 milliards d'économies à réaliser. Alain Vidalies, ministre des Relations avec le Parlement, était l'invité de Preuve par 3 et il a réagi à un possible changement de Premier ministre, s'insurgeant contre le héros bashing. On l'écoute.
Le héros-bashing n'a aucun fondement. Il peut y avoir d'autres raisons qui justifient la décision du président. Et dans tous les cas, elle lui appartient et à lui seul. Et tous les autres commentaires me semblent inutiles, superflus et, à vrai dire, parfois assez désagréables par rapport au Premier ministre. Le chômage s'invite dans l'entre-deux-tours de ces municipales. Les chiffres de février sont tombés, ils ne sont pas bons. Ils sont désormais plus de 3 millions à rechercher un emploi. Maxime Tullier. N'en déplaise à François Hollande, la courbe du chômage ne s'inverse toujours pas. Le ministère du Travail a publié ces chiffres il y a à peine une heure et ils ne sont pas bons. En février, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a augmenté de 0,9%, ce qui représente 31 500 chômeurs supplémentaires. Une mauvaise nouvelle de plus pour le gouvernement à quelques jours du second tour des municipales. En France, il y a désormais 3 340 000 chômeurs. Et pour lutter contre ce fléau, François Hollande compte s'appuyer sur le pacte de responsabilité. L'Élysée devrait en détailler les mesures au mois d'avril. 30 milliards d'euros d'allègement de charges sur les entreprises pour favoriser la création d'emplois. La ministre marseillaise Marie-Arlette Carlotti demande une nouvelle fois au PS l'exclusion sans délai du président du Conseil général Jean-Noël Guérini après son renvoi en correctionnel dans une affaire de licenciement abusif et ses manœuvres supposées dans la campagne des municipales. Et on poursuit notre feuilleton consacré à ces villes que nous avions suivies dans notre journal des municipales. Ce soir, direction Quimper, Carpentras et Strasbourg, où droite et gauche sont au coude à coude. Paul Bouffard. Dans la capitale alsacienne, c'est l'abstention qui est la grande gagnante du premier tour. Un Strasbourgeois sur deux n'a pas voté. Ici, il y aura bien une triangulaire. Roland Ries, PS, Fabienne Keller, UMP, et un homme en arbitre, Jean-Luc Schaffhauser du Rassemblement Bleu Marine. Une triangulaire qui pourrait sauver la mise du candidat socialiste arrivé second dimanche dernier. Sous la pression du Front National, la liste UMP de Fabienne Keller reçoit le soutien de l'UDI en la personne de François Loss. Au final, près de 9% des voix recueillies par les listes éliminées au premier tour pèseront dans la balance dimanche, des listes majoritairement de gauche. C'est une ville qui a souvent basculé. Quimper, la Bretonne. Ici, même l'oreille du président Bernard Poignant, maire socialiste sortant, n'aura pas vu venir la vague de droite. Il est en deuxième position au premier tour, juste derrière la liste UMP-UDI. Même s'il bénéficie d'un report des voix écologistes, le maire sortant affronte une liste de droite et du centre unie. Ludovic Jolivet, UMP-UDI, fusionne avec le MoDem d'Isabelle Lebal. À Carpentras, c'est le maintien de l'UMP qui pourrait faire le bonheur du Rassemblement Bleu Marine. Le député Julien Aubert sera au second tour malgré son faible score dimanche dernier. Troisième, loin derrière le PS et le Rassemblement Bleu Marine. Hervé Delépinaud, suppléant de Marion Maréchal-Le Pen à l'Assemblée nationale, met sous pression le candidat socialiste et maire sortant Francis Adolphe. À Saint-Étienne, la campagne pour ces municipales s'intensifie. Il faut dire que la droite pourrait remporter ce second tour. Le défi pour les candidats, mobiliser les électeurs. Au premier tour, le taux d'abstention s'est élevé à quasiment 50%. Reportage sur place de Faustine Saint-Geniès et Mounir Soussi. Entrée triomphale pour le challenger de ces municipales, celui qui pourrait ramener Saint-Étienne dans le giron de la droite, Gaël Perdriau. Arrivé en tête au premier tour avec plus de 36% des voix. Quelques 800 sympathisants sont venus ce soir et parmi eux, des têtes connues de l'AS Saint-Étienne. Et pour gagner, Gaël Perdriau n'a pas de mots assez durs contre le maire sortant. Il a eu une politique claniste, il a divisé les gens, il a divisé les Stéphanois à cause d'idéologies partisanes. Et je ne suis pas du tout dans cet esprit-là. La situation à Saint-Étienne est trop grave pour simplement vouloir planter un drapeau sur le perron de la mairie. Une mairie très convoitée que le socialiste Maurice Vincent entend bien garder. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TL7. Arrivé deuxième, avec un score de près de 31%, il affronte ce matin les deux autres finalistes en débat à la télévision locale. Sa méthode, un optimisme à toute épreuve. Non mais mon score n'est pas du tout décevant au regard de ce qui s'est passé nationalement et compte tenu du fait que j'avais trois autres listes à ma gauche. Et il faut tenir compte de tout cela. Si on tient compte de tout cela, c'est un score tout à fait honorable. Et il compte bien sur une union de la gauche au second tour, malgré la défection du MRC. Mais dans cette campagne, l'inconnu c'est aussi l'extrême droite. Bonjour messieurs, dames, le Rassemblement Bleu Marine.
incarné par Gabriel de Percave, le troisième homme, qui a créé la surprise dimanche dernier. Je tiens à préciser aussi, c'est un très bon score, 18-30, mais qu'il y a quand même un taux d'abstention qui est très élevé à Saint-Étienne, parce que les abstentionnistes, il faut savoir, s'ils se déplacent, ils n'iront pas voter le Parti Socialiste ou l'UMP, ils viendront voter pour le Front National. Les abstentionnistes, une réserve de voix que tous les candidats cherchent à mobiliser. À Saint-Étienne, près de la moitié des électeurs ont boudé les urnes. Tam Tranui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir Delphine. Alors on l'a vu, plusieurs villes pourraient basculer à droite au second tour. Est-ce que cela aura un impact sur le Sénat? Et oui, ce qui n'était que politique fiction il y a quelques semaines pourrait devenir une réalité. S'il y a une vague bleue dimanche, eh bien le Sénat peut changer de couleur. Or, ce qui est prévu dimanche, c'est que peut-être une centaine de villes peuvent basculer de gauche à droite. On ne parle plus de vague. À ce niveau-là, c'est un raz-de-marée. Cela devrait avoir un impact logiquement sur les élections sénatoriales, puisque les sénateurs sont élus à 95% par des représentants des communes, des maires, des conseillers municipaux. Et ce sont ces nouveaux grands électeurs qui vont renouveler le Sénat, la moitié du Sénat en septembre prochain. Oui, très exactement, 178 sénateurs remettent leur siège en jeu au mois de septembre. C'est un petit peu plus de la moitié du Sénat. 96 sénateurs de droite, 82 sénateurs de gauche. Et au départ, cette élection, elle devait passer plutôt sans problème pour la gauche, et d'autant plus qu'il y avait eu des modifications dans les règles du scrutin, des règles qui étaient plutôt en la faveur de la gauche, qui favorisaient par exemple la représentation des villes par rapport aux campagnes, les villes qui traditionnellement votent plus à gauche que les campagnes. Mais voilà, Tam, les municipales changent la donne. Mais on va prendre quelques exemples pour être bien concret. Actuellement, dans le Doubs, il y a 3 sénateurs, 2 sénateurs de gauche, 1 sénateur de droite. Eh bien, Simon Béliard bascule à droite dimanche prochain. A priori, les 3 sénateurs seront de droite. Dans la Drôme, par exemple, eh bien, si la droite remporte Valence dimanche, eh bien, a priori, cela ferait un siège supplémentaire pour la droite. En Savoie, si Chambéry bascule à droite, ça fait aussi un siège supplémentaire, et ainsi de suite dans tous les départements qui seront renouvelés au mois de septembre. Mais voilà, il y a un point essentiel et un petit peu compliqué. Alors accrochez-vous bien Delphine, la moitié des sénateurs concernés par le renouvellement ont été élus en 2004, donc dans une France beaucoup plus à droite. Le basculement à gauche, le basculement des municipales de 2008, plus tard donc, ne s'est pas traduit dans la représentation actuelle. Et donc, si des communes de droite en 2001 sont passées à gauche en 2008 et qu'elles repassent en 2014 à droite, eh bien, cela permet certes à ces sièges de rester à droite, mais cela ne fait pas gagner de sièges supplémentaires à l'opposition. Bref, on en saura peut-être un petit peu plus lundi, mais les jeux sont ouverts. Merci beaucoup, Tam. En bref, le procureur général près la Cour de cassation a demandé à la Cour de justice de la République son avis sur l'ouverture d'une enquête visant l'ex-premier ministre Édouard Balladur et l'ancien ministre de la Défense François Léotard dans le volet financier de l'affaire Karachi. Et puis sachez qu'un projet d'attentat sur la Côte d'Azur fomenté par un homme de retour du djihad en Syrie a probablement été déjoué par les services français de l'antiterrorisme. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat avec nos invités ce soir. Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Philippe Juvin. Vous êtes député européen et vous êtes maire UMP de la Garenne-Colombes. Vous avez été réélu dès le premier tour dimanche dernier avec 71,3% des voix. Et puis Yann Verling est avec nous ce soir également. Bonsoir, vous êtes porte-parole du MoDem. Alors Esther Benbassa, est-ce qu'un remaniement d'ampleur avec un possible changement de Premier ministre qui commence un peu à s'esquisser, est-ce que ça veut dire que l'exécutif a bien compris, reçu le message qui lui a été adressé par les Français dimanche ? Enfin, il aurait été difficile qu'ils ne reçoivent pas le message, me semble-t-il. Mais toutefois, je crois que là, il faut d'abord penser à la mobilisation pour le second tour, une mobilisation de toute la gauche, en mettant de côté nos égos, parce que là, il faut vraiment qu'on aille de l'avant et que le gouvernement ait un discours plus, disons, plus musclé dans ce sens et pas perdre du temps dans les tergiversations
Et il me semble qu'un changement de gouvernement est inévitable pour faire au moins un choc. Mais cela ne suffit pas. Il faut prendre des mesures aussi bien fiscales que sur le chômage et faire surtout une politique de gauche. J'appelle le Parti socialiste à faire une politique plus à gauche et de devenir finalement un parti de gauche pour rassembler les voix qui ont manqué. C'est souvent les abstentionnistes, c'était des gens de gauche qui tiennent beaucoup au symbole et qui ont été déçus. Alors, et aussi les banlieues, Philippe etc. Juvin, à droite, la consigne, c'est pas de triomphalisme. Est-ce que vous pensez que la reconquête est à portée de main ? Il n'y a pas de triomphalisme, d'abord parce que les Français ne se sont pas exprimés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, les Français ont dit au président de la République qu'il faut changer de politique. Mais il leur a pas dit, les Français n'ont pas dit au président de la République, continuez dans vos erreurs. Au contraire, c'est changer de politique. Donc, qu'on change le gouvernement, qu'on change le Premier ministre, tout ça n'a aucune importance. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on va arrêter cette politique qui fait que tous les jours, il y a 200 entreprises qui ferment? Tous les jours, il y a 1200 Français qui se retrouvent au chômage. C'est ça la réalité. Et le gouvernement et le Premier ministre et le Président de la République sont en train de nous emmener au fond du trou, ruinent la France, ruinent le crédit de la France en Europe. C'est ça qu'il faut changer. C'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre, pauvre bougre, qu'il aille faire autre chose. La véritable question, c'est est-ce que François Hollande a compris qu'il fallait changer de politique? Je n'en suis pas certain. Yann Berling, quelle analyse faites-vous de ce résultat du premier tour des municipales entre une abstention très élevée et puis un message adressé à François Hollande? La première des choses, c'est que je crois que le Parti socialiste a connu un revers bien plus important que ce qu'il pouvait penser. Et d'ailleurs, beaucoup d'analystes ne s'attendaient pas à ce revers-là. Donc les Français ont vraiment envoyé un message de grand ras-le-bol. Et ça, c'est beaucoup plus important que ce qu'on pouvait penser. Donc ça, c'est quand même la première des grandes leçons, c'est que le Parti socialiste est très très bas aujourd'hui. Et ça pose la question de la légitimité dans l'action du pouvoir. Parce que d'une certaine manière, un changement de gouvernement qui est un jeu de chaises musicales, c'est quand même dans le vivier du Parti socialiste que va puiser le président de la République pour son nouveau gouvernement. Alors qu'est-ce que ça va changer? Pas grand-chose. Et je crois que ça ne va pas tromper grand monde. Et donc... c'est pas pour tromper quand même. Non, je dis pas que il va y avoir une volonté de tromper, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de possibilité pour le président de la République de faire quelque chose qui change, parce qu'il est pris par sa majorité qui est extrêmement composite, qui pour certains, comme je viens de l'entendre, souhaitent une politique plus à gauche, d'autres qui souhaitent un recentrage plus au centre, mais ils ne sont pas très nombreux ceux-là. Un président de la République qui est aussi en permanence entre ces deux lignes et qui du coup ne fait rien. C'est ça le gouvernement de François Hollande depuis le début, il ne fait rien, il ne gère pas la situation, il essaye tout juste de rééquilibrer les comptes mais avec beaucoup de maladresse et de difficultés en ponctionnant essentiellement dans la partie recettes, c'est-à-dire il a augmenté les impôts de manière considérable. Et derrière, l'économie ne se relève pas. Et on nous fait croire que c'est la crise. Mais quand on regarde d'autres pays européens autour de nous, ils relèvent la tête. Même l'Italie relève la tête aujourd'hui. Donc c'est dire qu'à un moment donné, il y a une dynamique. Yann Berling vient de le dire, le PS est au plus bas, mais pour les écologistes, finalement, ce premier tour des municipales a été plutôt positif. Vous apparaissez comme un peu les gagnants de frémissement. On est à 11,8. Je trouve que... écoutez, ne laissez pas m'exprimer, laissez-moi m'exprimer. Cela montre que les gens ont voté pour ce petit parti qui a tenu ses promesses, aussi bien au gouvernement que dans la vie quotidienne, à savoir que la transition énergétique, tous les thèmes qui sont portés par les Verts intéressent la population, la preuve. Et moi, mon problème, ce n'est pas seulement est-ce qu'on doit baisser les impôts, est-ce que la crise est finie? Elle n'est pas finie. Chez nous, elle n'est pas finie. Le gouvernement, non seulement n'a pas agi dans ce sens, et il me semble surtout qu'il a déçu les électeurs de gauche, puisque les abstentionnistes étaient majoritairement de gauche. Ce gouvernement n'a pas su tenir ses promesses de gauche,
Donc les gens sont restés chez eux. Donc il y a de ce premier plusieurs tour, c'est éléments. une forte abstention, mais aussi une poussée historique du Front National. Philippe Juvin, hier sur ce plateau, on avait le sénateur UMP Philippe Marini qui appelait à un vote utile. Alors est-ce que vous pensez, là on est entre les deux tours de ces élections, dans les villes où il y a une triangulaire avec le FN en arbitre, est-ce qu'il faut tendre la main à ces électeurs du Front National? Non, mais la position de l'UMP a toujours été très claire. Nous n'avons pas d'alliance avec le Front National, nous n'en voulons pas. Pour plusieurs raisons. D'abord, en pratique, le Front National, c'est l'allié objectif du Parti Socialiste. Moi, je vous rappelle que le Front National a contribué à la défaite de Nicolas Sarkozy. Donc si M. Hollande est là, avec sa ribambelle d'idées magnifiques qui fait qu'aujourd'hui la France est un des pays sous contrôle de la Commission européenne, avec l'Espagne et la Grèce, ce qui est formidable, hein. Eh bien, si nous en sommes là, c'est parce que le Front National a fait battre Nicolas Sarkozy. C'est ça la réalité. Donc, nous ne voulons pas du Front National et nous avons toujours été extrêmement stricts avec cette idée. Que pensez-vous de la stratégie du Parti Socialiste qui a bien retiré ses listes dans certaines villes? Le Parti Socialiste a un double langage. À Marseille, dans le 7e secteur de Marseille, le Parti Socialiste va faire gagner le Front National. En tout cas, c'est ce qu'il cherche à faire. À Béziers, c'est pareil. Donc, il faut arrêter. La réalité, depuis des années, on le sait, le Front National, c'est l'allié objectif du Parti Socialiste. Bérégovoy, il y a 20 ans, disait « Avec le Front National, la droite est inéligible ». Bérégovoy disait ça il y a 25 ans, c'est vous dire. Yann Verling, quelle est la ligne du Esther Benbassa? Laissez réagir peut-être Yann Verling, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu la position du MoDem, justement, sur les stratégies d'entre-deux tours. Alors, est-ce que vous partagez l'idée d'un front républicain? L'alternative s'est exprimée. Le MoDem est en accord avec l'UDI et on a exprimé un point de vue très clair sur le fait qu'il n'y avait aucune alliance possible avec le Front National au second tour, et l'UMP a pris la même position. Et les exceptions, elles sont très très rares. C'est d'ailleurs pas des UMP, c'est des divers droites qui ont été sortis. Je note d'ailleurs aussi qu'on ne le dit pas suffisamment qu'à Marseille, quand même, Patrick Mennucci, égérie des socialistes pendant ce premier tour, qui devait gagner Marseille, refuse de suivre la consigne du Parti Socialiste de retirer ses candidats qui sont en 3e position. Donc il va effectivement faire élire le Front National en 7e secteur de Marseille, ce qui est un vrai scandale. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi qu'on se rende compte qu'on peut tout le temps parler du Front National, mais arrêtons d'en faire le pivot de la vie politique française. Moi, je pense qu'il y a d'autres sujets et qu'il faut parler des autres sujets. Et d'ailleurs, les Français qui votent Front National aimeraient que la classe politique arrête de parler, de faire des diversions sur des sujets qui ne sont pas essentiels à leurs yeux. On ne peut pas quand même fermer les yeux sur le Front National qui fait quand même une poussée historique et qui, par exemple, a déjà acquis la mairie d'Hénin-Beaumont. Il y en aura certainement d'autres dimanche prochain. Sur la fameuse poussée historique du Front National, il y a un chiffre qu'il faut connaître, qui n'est jamais donné, c'est extraordinaire. Lundi matin, quand vous vous êtes réveillé, il y avait 500 conseillers municipaux Front National élus partout en France. C'est certes beaucoup, mais en même temps, il y avait 80 000 conseillers municipaux UDI, centristes, centre droit, UMP élus. 500 d'un côté, 80 000 de l'autre. Et on ne parle que des 500. Donc sur le Front National, c'est l'allié objectif du Parti Socialiste très clairement, et deuxièmement, 500 personnes élues, nous 80 000, et on ne parle pas de nos 80 000. Esther Benbassa, sur ce vote Front National, le FN ce jour-là. Ça vous a bien servi à gauche. Ça vous a bien écoutez, servi à gauche. Ça nous a pas servi écoutez, en quoi ça nous a servi, la preuve. Écoutez, il faut quand même ne pas tenir aujourd'hui des discours comme le vôtre, extrémistes. Essayons aujourd'hui de rassembler toutes les forces républicaines contre le FN. Vous le savez bien, parce que à la fin... Vous venez nous donner des leçons alors que vous-même, sans cesse, vous alliez avec le Front de gauche, qui est un parti qui n'a rien à envier au Front National. Il n'a rien à envier au Front National, le Front de gauche. Et de la même manière, quand c'est possible, vous faites en sorte que le Front National vous aide sur des triangulaires. Sous Sarkozy, ni la situation économique, ni le reste ne s'était amélioré. La preuve, Sarkozy a perdu. Est-ce que le vote Front National reste un vote protestataire ou est-ce que c'est un vote d'adhésion, de confiance, comme on a pu l'entendre dimanche? Non, c'est pas d'adhésion ni de confiance. Je crois que, il faut arrêter aussi avec ce discours. C'est une sorte de cri d'alarme. C'est un peu le symptôme de cette crise, de ce mal-être, de la rancune aussi à l'endroit du gouvernement. Regardez, quand on fait un peu le tour des
des listes. On voit aussi, par exemple, les jeunes issus de l'immigration qui ont porté des listes UDI, par exemple. Vous voyez, c'était pas arrivé jusqu'à maintenant. Ils étaient déçus, ils sont déçus par les socialistes. Il faut dire les choses. Ce gouvernement n'a pas fait son travail, n'a pas tenu ses promesses. Et il faut tenir ses promesses. Qu'est-ce qu'on fait, Philippe Juvin, de cette réserve de voix que constituent les électeurs Front National pour le second tour? Je repose ma question notamment dans les villes où il y a des triangulaires. Mais il n'y a pas d'ambiguïté. L'UMP, l'UDI, nous avons toujours été très clairs vis-à-vis du Front National. Nous ne faisons pas alliance avec le Front National. Ceux qui font alliance avec le Front National, c'est M. Menucci. À Marseille, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Le gars n'est pas UMP, il n'est pas UDI. Voilà. Divers droite, c'est deux exemples de listes quand même qui ont fusionné avec le Front National. Il n'y a personne de l'UMP, il n'y a personne. Menucci qui a reçu la visite de tous les ministres du gouvernement. Et c'est ce type qui explique qu'il va garder son candidat et le Front National va être élu. La réalité, je veux que vous sachiez une chose, madame, c'est qu'au fond, le problème, c'est que tout le monde autour de la table dit après les élections, il faut changer de politique. Nous le disons, vous le dites. Le seul problème, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. Nous pensons que la direction qui a été prise vers la gauche est une très mauvaise direction qui nous conduit à la ruine. Et vous savez que la France, vous savez, madame, que la France, le chemin que vous aviez pris vers la droite et l'extrême droite sous Sarkozy, vous avez été battu. Nous allons dans quelques jours probablement être mis sous tutelle de l'Union européenne, comme l'a été l'Espagne, comme l'est la Grèce. C'est ça la réalité. 50 milliards d'euros qui vont être présentés à la Commission européenne. À la France, c'est à cause de faire peur. C'est la réalité, ça n'a pas été dit. Voilà, c'est pour ça que les gens votent de la Commission européenne depuis quelques jours. Laissez réagir un petit peu Yann Verning, on l'a pas beaucoup entendu. Comment le gouvernement peut-il réagir et montrer qu'il a bien entendu le message adressé par les Français? Moi je vous ai dit, ça va être très compliqué parce que ça va être un jeu de chaises musicales, il va prendre les mêmes, il va les recomposer. Mais il faut un remaniement, ça semble inévitable. Mais je pense que ça n'a aucun impact. Ça n'aura aucun impact. Plus loin, est-ce qu'il faut une dissolution de l'Assemblée nationale? Mais je suis d'accord avec vous. Non, le plus important, il est effectivement d'analyser pourquoi le pays est dans ce marasme économique qui ne crée aucun emploi en France aujourd'hui. Alors, quelle est votre analyse ? Mon analyse depuis le début, c'est que le gouvernement n'a pas fait le choix de s'appuyer sur le tissu économique réel de ce pays. Il y a toujours encore des fantasmes sur les grandes macroéconomies, etc. Il y a des PME, des PMI, des TPE, des TPI, des très petites entreprises qui aujourd'hui n'attendent un seul signal, c'est d'être soutenus par ce gouvernement, et ils ne le sont pas. Et la mise en place de la BPI, la Banque publique d'investissement, avec un ministère du redressement productif, les entrepreneurs attendent, ils ne voient rien venir, ils ne voient rien venir. Il ne voit rien venir et en attendant... Qu'est-ce que vous avez fait sous Sarkozy? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Donnez-moi un seul exemple de réussite. Voilà. Il faudrait qu'on arrête les débats politiques où parce que le précédent gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait, le suivant est en droit de ne rien faire. Non, ça suffit ça. Il faut qu'on arrête de se renvoyer la balle de « Ah, je ne peux pas faire parce que vous aviez fait pire ». Non, ça suffit. Il faut qu'on avance, et il faut qu'on dise ce qu'il faut faire. Et donc, la politique aujourd'hui qui est menée en matière économique, elle n'est pas bonne parce qu'elle ne s'appuie pas sur les vrais leviers. Bon, voilà. Après, si vous voulez, nous, on avait dit pendant la campagne présidentielle avec François Bayrou qu'il fallait faire un effort pour rééquilibrer les comptes publics. Certes, il fallait les faire, mais de manière équilibrée. C'est-à-dire, pas tout faire sur l'impôt. Il fallait aussi faire de la baisse de dépenses publiques. Et ils tentent de le faire aujourd'hui, mais et vous voyez, le problème de ce gouvernement, c'est qu'une année, ils prennent une décision, l'autre année, ils en prennent une inverse. Après, ils reviennent dessus, etc. On ne sait pas où ils vont, on ne sait pas quel est le cap. Et c'est ça qu'il faut... Un cap, on leur demande juste un cap. Si François Hollande change de Premier ministre, il va falloir trouver quelqu'un d'écolo compatible. Qui tient la corde, selon vous ? Écoutez, moi je ne suis pas à la tête du parti, ce n'est pas à moi de m'exprimer, et en plus je veux vous dire, moi, telle personne sera ministre ou pas, c'est pas mon problème. Je voudrais que la France aille mieux, je voudrais que les gens arrêtent de voter FN, qu'ils remplissent leur devoir démocratique et qu'ils aillent voter, et qu'on fasse avancer notre pays et qu'on donne plus de bonheur entre guillemets à nos citoyens, parce que là il y a un désespoir. Voilà. C'est très touchant, regardez, c'est nous, ce matin, on a posé la question aux internautes du nouvelobs.com, notre partenaire. Manuel Valls ferait-il un bon Premier ministre? Eh bien, les internautes ont dit non à 71%, oui à 22% sur 546 votants. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités ce soir. À 22h, vous retrouverez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée à tous et à demain.
Merci.